qui est organisée donc dans le cadre des rencontres numériques Pays Basque 2021. Merci à tous ceux qui sont à l'heure et déjà connectés. Et sans plus attendre, ben, je laisse la parole à Amandine Laferreri de ALB Formation et Jean-Christophe de Naos. Ils vont se présenter eux-mêmes et allez-y, j'enregistre, tout va bien. Ok, on attend, enfin, je sais pas, est-ce qu'on attend 10 heures pour commencer vraiment Si comme tu idée? veux, si tu veux, Ça oui, peut être comme tout c'était à l'heure fait, annoncée. Ça peut tout être à pas mal. fait. Vous voyez bien la présentation? Parce que du coup, moi, j'ai pas de On retour voit dessus. parfaitement. Ok, parfait. Je vois que Jean-Philippe est connecté, Natalia. La précédente s'est bien passée? Très bien, il y a beaucoup de participants. Super. Ouais. J'autorise les caméras pour les participants. Est-ce que vous voulez que j'autorise le micro ou vous préférez qu'il fonctionne par le chat? Moi, je pense que tu peux autoriser le micro, hein. Enfin, je Oui. sais pas ce que tu en Bon, de toute penses, façon, c'est Jean-Christophe, vous mais qui allez fixer vos règles au début. Vous allez dire aux participants ce que vous souhaitez. Hein? OK? oui. J'autorise donc. Puis vous Enfin, je sais pas, ça te va, Jean-Christophe? Oui? J'ai pas de religion. Très bien. Voilà, c'est fait. Bonjour. Bonjour.
Alors pour tous ceux qui sont là, on attend 2-3 minutes avant de commencer. Bonjour à tous, ne vous inquiétez pas, tout fonctionne. On est tous prêts. Nos intervenants sont là, en forme. Ah, moyen. Jean-Christophe, il est moyen. T'es en forme, Amandine? Toujours. Toujours. C'est bien. Donc c'est quand vous voulez, Amandine, Jean-Christophe. C'est vous qui gérez votre présentation. Merci Annick. Je vois que Laetitia vient d'arriver. Bonjour Laetitia. Chloé Séguré, que je ne connais pas aussi. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On se laisse 2 minutes et on y va. Ça te va, Jean-Christophe? Je suis à ta disposition, Amandine. Parfait, faisons comme ça alors. Saluons l'arrivée de l'excellent Jean-Paul Chiron. Merci Jean-Christophe. Moi qui voulais être discret. T'as pas activé la caméra encore? Non, je suis dans... Je suis pas... C'est pas trop visible. Ah. Bon, on y va? Allez. C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Amandine Laferreri, je suis vice-présidente de l'Antique au titre du collège utilisateur. Et je vous propose, avec Jean-Christophe Elino de Naos, cette présentation sur la conception d'outils de services de projet avec l'intention du numérique responsable. Donc le titre de la conférence, je dis avec l'intention parce que le titre du webinaire initialement, c'était comment intégrer le numérique responsable dès la conception d'un nouveau produit, service, structure, projet.
Mais notre intention de fond, c'est comment est-ce qu'on fait passer le numérique responsable de la théorie à la pratique, de la conviction à l'action, et puis quelque part, tous les prétextes sont bons pour embarquer tout le monde dans une démarche de responsable. Voilà. J'arrive. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Moi, je représente la SCOP Atelier Lanberry, ALB Formation. Nous sommes un organisme de formation et un centre de conseil qui intervient depuis 1996 sur l'accompagnement à la création d'activités indépendantes sur le territoire, la création d'entreprises, la création d'activités par des collectifs d'acteurs sur le territoire. Nous faisons aussi donc de l'accompagnement au développement de projets collectifs et puis de l'aide au développement de TPE, entre autres. Voilà. C'est notamment sur cette activité que nous allons illustrer les démarches de numérique responsable que nous avons engagées. De mon côté, je suis Jean-Christophe Félinou, je travaille au sein du cluster Naos. Alors cluster, je suis désolé, en ce moment le terme est plutôt mal choisi. Nouvelle-Aquitaine Open Source, on est dans une région qui promeut le logiciel libre et l'open source depuis de nombreuses années et qui représente en termes d'écosystème le deuxième écosystème français derrière celui de l'Île-de-France. À ce titre, nous opérons aussi un dispositif qui s'appelle la banquise, accélérateur de start-up autour de projets libres et open source. Nous organisons le deuxième événement français autour du logiciel libre et l'open source qui s'appelle le B-Boost et qui se déroulera en 2021 les 14 et 15 octobre à La Rochelle. Et nous avons depuis l'année dernière des trophées filières que l'on appelle les Naos d'or. Alors maintenant qu'on s'est présenté, le lien entre nos deux structures, il n'est pas évident. Aujourd'hui, on vous présente ce webinaire ensemble parce qu'on fait partie d'un collectif qui met en œuvre sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques le dispositif régional Entreprendre la région à vos côtés. Donc ce dispositif, c'est quoi? C'est une action qui a été mise en œuvre par la région en 2018 pour accompagner de manière homogène sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine toute personne qui a un projet de création, transmission, reprise d'entreprise, quel que soit son statut, et ce, en ayant un point de contact à moins de 30 km de chez lui, de chez elle. C'est quand même un dispositif qui est un dispositif proactif pour l'accompagnement à la création d'entreprises, avec un certain nombre de structures relais qui sont identifiées sur les territoires. Et cette action-là, nous y avons candidaté à travers le groupement Territoire et Entreprise 64, dont nous faisons partie Naos et Atelier Lanberry. Atelier Lanberry en tant que chef de file de ce groupement. Et nous mettons en œuvre donc en 3 étapes. D'une part, l'accueil et l'information des porteurs de projets, puis l'accompagnement de ces porteurs de projets et le suivi post-création, après l'immatriculation de l'activité pendant 3 ans. Et c'est autour de cette action-là que nous avons pu partager nos visions et puis nos applications de ce qu'on va appeler aujourd'hui le numérique responsable. Donc, d'un côté, il y a Atelier Lanberry, c'est le Padawan de l'histoire. Nous, on n'est pas sûr qu'on fasse du numérique responsable, on n'est pas sûr qu'on fasse du numérique éthique, on n'est pas sûr qu'on fasse du numérique durable. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'on essaye d'appliquer les valeurs de l'économie sociale et solidaire à laquelle nous appartenons depuis 1996 et de l'appliquer dans tous nos champs d'action et donc, bien évidemment, au champ du numérique. Et de l'autre côté, il y a Nouvelle-Aquitaine Open Source. Alors, peut-être que le terme Jedi est un peu fort,
mais en tout cas, on a un certain nombre de notions sur le sujet. Et j'aime beaucoup l'image que vous avez en dessous. Nous sommes convaincus que le numérique est l'avenir de l'humanité. Voilà, ça va donner un peu le ton de la présentation. Donc, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est d'avoir, sans être pléthorique, mais d'avoir une première approche plus théorique du numérique responsable pour poser un peu le cadre de nos réflexions. Puis, un témoignage d'appropriation, entre guillemets, par le grand public, comment Padawan s'approprie le numérique responsable dans des applications concrètes, ou comment est-ce qu'on se l'appropriait il y a 3-4 ans. Et puis, on pourra avoir dans un troisième temps un certain nombre d'exemples et de bonnes pratiques très concrètes qui vont nous permettre d'être plus proactifs dans nos activités professionnelles et personnelles en termes de numérique responsable. Bien. Je ne vous ferai pas l'affront de vous redéfinir le numérique responsable. Je pense que vous savez tous ce que c'est et ce que ça doit engendrer. Vous avez ici quelques stats à l'écran au niveau de l'Internet mondial, quelques infos sur les émissions de gaz à effet de serre. Et à droite, cette petite data visualisation que je trouve intéressante, où on sait qu'en 2019, le numérique représentait 34 milliards d'équipements, soit une moyenne de 8 équipements par utilisateur, et avec des appareils qui ont le plus d'impact, qui sont les téléviseurs, les smartphones et les objets connectés. À propos des objets connectés, on en estimait en 2018 15 milliards et on en attend pour 2030 de l'ordre de 46 milliards. Donc, 1 x 3. Suivante, s'il te plaît, Amandine. Bon, j'ai trouvé le schéma plutôt intéressant, comparatif d'émissions CO2 du numérique, où vous avez effectivement sur la gauche des consommations liées sur toute la durée de vie du matériel, liées notamment en termes d'usage autour de serveurs de calcul et serveurs de stockage, et la conversion, la représentation à droite de ce que ça peut amener en termes de comparatifs, que ce soit sur du transport ou éventuellement donc sur du chauffage. Suivante. Pour moi, le numérique responsable, c'est en tout cas un numérique qui est plus respectueux de l'environnement, qui est plus social, qui est plus éthique, qui est plus ouvert. Très concrètement, ça veut dire quoi? On parle d'éco-conception, on parlera et on pourrait parler bien entendu de recyclage, on parle aussi forcément d'inclusion numérique, forcément de protection des données. On fait en tout cas, nous, dans cette notion de numérique responsable, Naos appelle à tout ce qui va être logiciel libre et open source. Et tout cela induit aussi une notion qui est fondamentale pour nous, cette notion de bien commun dont on parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Vous avez à droite une représentation que j'aime bien autour justement de ces notions de logiciel libre, bien commun et numérique responsable. Et des enjeux que ça peut induire en termes d'utilisation notamment de logiciels libres. Suivant. Petit rappel très rapidement autour du logiciel libre. On entend souvent parler de cette double notion logiciel libre et open source. Donc, il y a 35 ans, on a la naissance du logiciel libre, où le moteur initial du développement des logiciels libres n'est pas cette logique business. On a plutôt des moteurs qui sont autour de la liberté, du contrôle, en reprenant justement ce contrôle et le gardant, et le partage. Et on voit apparaître en 98 ce qu'on appelle l'open source ayant lui pour objectif de répondre aux besoins des entreprises, aux besoins informatiques des entreprises. Et ce terme open source, il allège la rhétorique de la liberté, mais il met beaucoup plus en avant ce qu'on appelle la qualité et le contrôle du logiciel, et cette volonté de produire justement ces biens communs logiciels.
Les deux discours sont parfois antagonistes. Hein. On voit effectivement ce qu'on appelle dans nos communautés des trolls entre le logiciel libre et l'open source. Mais à peu de choses près, globalement, on est souvent sur le même type de logiciel et les mêmes genres de logiciels concernés à la fois par le logiciel libre et l'open source. Au-delà du logiciel libre et de l'open source, on voit apparaître aussi beaucoup de notions autour du terme open. Vous en connaissez certainement, hein, l'open data, l'open access, l'open government, l'open hardware. Et donc, on voit apparaître cette notion d'ouverture d'un certain nombre de ressources, quelles qu'elles soient, justement pour en faire des biens communs. Suivante. Alors, on parlait justement des biens communs. Les biens communs sont une des conséquences du numérique responsable. Et ils correspondent à l'ensemble des ressources numériques qui sont produites et gérées par une communauté. Donc, quand on parle de ressources numériques, on peut parler de logiciels, de code, on peut parler de présentation, de support de formation, de films, de photos, d'algorithmes, et ça peut être effectivement très large en termes d'éventail. Derrière ces biens communs, on a donc des ressources, celles que je viens de vous citer. On a des communautés qui vont s'attacher, se mettre autour de ces ressources pour les faire évoluer, pour faire grandir, pour faire se développer ces biens communs. Mais ces biens communs se développent justement avec des règles et avec de la pratique. Alors, quelques exemples de biens communs. Parmi les plus connus, on a le système d'exploitation Linux, bien entendu. On a aussi OpenStreetMap, qui est la carte collaborative participative, l'encyclopédie Wikipédia, gérée par la fondation Wikimedia, etc., etc. Suivante. Alors maintenant que Jean-Christophe nous a posé un peu, un peu les concepts du Jedi, nous, quand on a proposé de constituer une réponse pour le dispositif Entreprendre la région à vos côtés, dans la réponse qu'on a présentée à la région, on avait déjà cette idée, je vous le disais, d'appliquer les valeurs de l'économie sociale et solidaire dans tous les champs de notre activité et dans ce nouveau produit qu'allait être le territoire et entreprise 64. À ce moment-là, on pourrait dire qu'on cherchait à faire du numérique éthique, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu la prétention de dire qu'on cherchait à faire un produit numérique responsable, mais en tout cas de mettre de l'éthique dans cette offre-là. Et ça se décline à la fois en termes d'accompagnement à la création d'activités indépendantes, ce qui est vraiment le produit, entre guillemets, qu'on vend, mais aussi sur la coordination des 8 structures qui présentaient cette offre-là. Comment est-ce que nous, professionnels, on pouvait aussi avoir une démarche plus vertueuse dans la façon dont on allait travailler entre nous, et ce, en appliquant un numérique plus éthique. Donc les questions qu'on s'est posées, ça a bougé un peu avec la présentation, là vous les avez un peu plus éclatées que nous, mais les questions qui se posaient, c'était la question de la donnée, puisqu'on on fait de l'accompagnement à la création d'entreprises depuis, je vous le disais, 1996, donc la collecte, le stockage, le traitement de données personnelles, il y a des projets de formation de professionnels, de création d'entreprises, c'est un sujet qu'on traite depuis longtemps. Donc la question du volume de la donnée, on était conscient du volume de la donnée qu'on allait manipuler, de fait. La question de l'hébergement. L'hébergement, ça nous interrogeait aussi. Où est-ce qu'on va héberger ces données? Comment est-ce qu'on va les partager entre nous? La question des logiciels. Quels logiciels, nous, on va utiliser en interne pour mettre en œuvre ce dispositif, mais aussi quel logiciel on va diffuser, on va promouvoir auprès des porteurs de projets, avec l'éventail des profils de personnes qu'on peut accueillir dans un dispositif tel que celui-ci. L'accessibilité aussi.
la question de l'accessibilité en termes de réseau, déjà, en termes d'infrastructure, en termes d'handicap, quel que soit leur niveau d'handicap. Comment est-ce qu'on s'assure que ce qu'on diffuse est accessible? Et puis en termes de maturité numérique, d'usage numérique de nos porteurs de projets et des porteurs de projets, qui ne sont pas les nôtres d'ailleurs, des porteurs de projets et des professionnels. La question du prix aussi, le prix de l'hébergement, le prix des logiciels, le prix du temps passé à échanger des informations. La RGPD, bien entendu, à ce moment-là, on était quand même au cœur de la tornade RGPD, en tout cas de l'application du projet de loi, de la loi, du règlement. La FOAD, la question de l'accompagnement à la création d'entreprise, c'était déjà de la formation, pour nous c'était de la formation professionnelle avant ce dispositif, parce qu'avant la création d'entreprise, ça se faisait dans le cadre du programme régional de formation. Ce n'était pas de l'accompagnement, c'est de la formation pro pure et dure. Donc la transformation numérique de la formation professionnelle et la feuille de route nationale qu'on a eue en ce sens-là, ça aussi c'était des questions qui se mélangeaient à cette réflexion-là. Le web, les équipements, quels équipements ont les porteurs de projets, quel que soit leur horizon. Un certain nombre, quand même, n'ont qu'un téléphone, en vrai. Voilà, les logiciels, on en parlait, le logiciel libre, le logiciel propriétaire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans un traitement équitable des porteurs de projets et des entreprises. La boîte à outils, qu'est-ce qu'on pouvait diffuser comme boîte à outils dans des entrepreneurs qui soient un peu innovantes, et puis bien sûr la sécurité de ce produit, de ce service, de ces données. Et enfin, on a quand même développé ça à un moment où les travaux du département 64 sur l'inclusion numérique étaient déjà bien engagés, donc on avait de la matière en termes d'observation du territoire sur la fracture numérique et les problématiques d'inclusion numérique des porteurs de projets. Donc quand on a répondu au dispositif, vous voyez que l'intention quand même c'était d'agir pour l'inclusion numérique, d'agir pour le numérique plus éthique. Et c'est quand même l'occasion de saluer aussi, au moment où les candidatures ont été présentées en 2018, l'audace et le courage à la fois des techniciens, à la fois des élus du service qui était en charge du développement de ce dispositif-là, parce que l'offre qu'on présentait, elle était quand même vraiment à côté des offres traditionnelles. Et il y a eu une vraie intention de nous laisser la possibilité d'agir et de faire cet accompagnement de manière un peu différente. Donc, je vous le disais, la problématique, c'est de gérer, en tout cas de réfléchir à la fois ce qui est les pratiques des professionnels, comment est-ce qu'on fait évoluer les pratiques des professionnels, et les usages des porteurs de projets. Donc les pratiques des professionnels, il y a toute une catégorie de gens, dont moi je fais partie, pour qui c'est naturel. C'est-à-dire que comme on est rentré sur le marché du travail avec rentré sur le marché du travail avec le numérique, en fait, pardon, le dernier invité qui est entré, je ne vois pas votre prénom, je vois que votre nom. Je peux vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Super. Voilà, on est une catégorie de professionnels à être rentrés dans le monde du travail avec le numérique et à avoir un certain nombre de réflexes déjà. Et ce qu'on appelle les digital natives. Et puis, il y a les migrants, entre guillemets. Et on doit absolument arriver à tous s'engager dans cette démarche de numérique plus responsable. Et l'idée vis-à-vis des migrants, des digital migrants, c'était à la fois de dire comment est-ce qu'on protège et on limite la collecte des données. Arrêter de multiplier les informations qu'on stocke sur des gens dont on n'aura jamais le temps de se servir des informations. En plus, on ne les structure pas, on ne réinterroge pas après la structuration de ces données-là. Donc, en vrai, on n'est pas capable de les exploiter de manière optimale. Enfin, voilà, donc revenir sur quelque chose de plus
frugale, comme c'était évoqué hier, sur la collecte et la diffusion des données et la protection des données personnelles, bien sûr. Ensuite, le fait de dire il va falloir qu'on diffuse des contenus qui soient plus légers, plus accessibles, pour que l'offre s'adapte à la réalité de la connexion et des équipements de nos clients porteurs de projets. Voilà. Ensuite, sur les usages des porteurs de projets, eh bien, quel logiciel on diffuse, quels services on met en ligne et sur quels outils on se base pour les formulaires de collecte de données, la formation en tant que telle, les classes virtuelles, d'autant que bien évidemment au milieu de ça est arrivée la crise sanitaire et donc une réadaptation. Nous, on a été capable d'être très agile dans la continuité du service qu'on proposait parce que ces questions-là, on se les était déjà posées avant et qu'on était déjà équipés en fait. Où héberger les données, ça je vous en ai parlé. Et puis comment partager la connaissance, comment faire du bien commun en garantissant ce qu'on appelle la paternité des contenus dans ce monde-là et le fait de rentrer dans un cercle vertueux de montée en compétence du territoire. Pardon. Donc là, en termes de solutions très concrètes, on s'est beaucoup appuyé sur les RGPD, le fait même de nous préparer notre conformité RGPD, ça nous a permis de à la fois collecter moins de données et puis donner aux personnes les moyens de récupérer leurs données, les modifier, etc. Et puis ensuite, en termes d'outils, on a radicalement pris le parti des logiciels libres. On a fait des formulaires dès le début, des formulaires Framaforms pour que les personnes s'inscrivent dans le dispositif avec des mentions RGPD. Donc, on sensibilisait systématiquement à ces questions-là avant même que les porteurs de projets soient invités à s'interroger dans le produit ou le service que eux vont vendre demain, comment est-ce qu'ils peuvent prendre ça en compte. Et puis, nous, en interne, on a décidé de passer sur un hébergement local qui est opéré par Mediacité, une coopérative de Bordeaux à travers le produit Osinum, qui était Home et qui est devenu Osinum. Et puis une brique logicielle libre Nextcloud qui nous a permis de... Nextcloud, c'est je vais dire un gros mot, un Dropbox libre, mais qui marche très bien et on s'en sert beaucoup et ça nous permet, entre professionnels, de nous échanger toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif, et ce, à partir de logiciels libres, sur des socles de logiciels libres. Sur le service vendu ou diffusé auprès des porteurs de projets, il y a d'abord les contenus de formation, les contenus des journées d'accompagnement à la création d'entreprise. Et ces contenus-là, on voulait les diffuser sur des supports qui soient libres, pérennes, soutenus par une communauté. Et ça, on a pu le faire grâce à Moodle, qui est un logiciel libre de formation à distance qui est utilisé au niveau international et qui a cette caractéristique technique très intéressante, c'est qu'il s'adapte à tous les supports et qu'on peut l'utiliser sur l'ordinateur, sur la tablette, mais aussi sur le téléphone. Et ça, c'est très concret par rapport aux besoins et à l'éventail du public qu'on reçoit. Ceci lié à l'application Big Blue Button, qui est une application de visioconférence, de classe virtuelle. Et grâce à ça, on arrivait à proposer un produit libre. Ça, c'est pour les outils. Après, la deuxième partie, c'est la partie des connaissances, des contenus. Ce qu'on diffuse, comment on le diffuse de manière éthique. Et bien pour ça, on s'est appuyé sur le panel des licences de protection des données de Creative Commons, avec différents niveaux de protection selon les types de contenus pédagogiques. Mais voilà, on a développé un certain nombre de contenus pédagogiques qui sont protégés sous licence Creative Commons, dont l'objectif, c'est toujours de diffuser la culture, le bien commun, la connaissance, de faire en sorte de partager pour apprendre plus.
mais en même temps, eh bien, de s'assurer que ce que nous, on met au pot commun, ça reste au pot commun. Et puis de sensibiliser au fait qu'il y a d'autres façons de protéger ses productions, de protéger sa matière, de protéger ce qu'on conçoit. Et ça permet aussi de présenter ces licences, notamment les licences Creative Commons, auprès des porteurs de projets et de leur suggérer aussi qu'il existe ces solutions-là. Et de les sensibiliser à ça. Et ça fait un lien assez direct vers, décidément, vers l'inclusion numérique. Comment est-ce qu'on s'assure que les porteurs de projets sont en mesure d'utiliser tout ça? C'est bien beau, mais s'ils ne savent pas ouvrir Moodle, ça ne va pas nous aider. Et donc là, on a mis en place toute une série de badges qui correspondent aux badges. Je sais répondre à un forum, je sais monter un document sur une plateforme, je sais télécharger une présentation depuis une plateforme, je sais même m'y connecter, je sais changer la photo de mon profil. Des choses qui peuvent paraître basiques, mais qui ne le sont pas. Et on a un vrai engagement dans notre collectif pour accompagner les porteurs de projets dans la prise en main de ces outils numériques. Et voilà, on le valorise. La dernière partie, je vais aller assez vite, c'est comment est-ce qu'on propose une boîte à outils et pas la boîte à outils, parce que bien sûr, il pourrait y en avoir d'autres, une boîte à outils pour les porteurs de projets qui défendent un peu tout ça, qui aillent porter ces valeurs-là. Bien évidemment, la suite LibreOffice, ça c'est indispensable. On a tellement de porteurs de projets qui arrivent, ils n'ont pas d'ordinateur, bien évidemment, ils n'ont pas les moyens de se payer une licence Office traditionnelle. Et bon, bien sûr qu'il existe d'autres solutions, en ligne aujourd'hui qui offrent le service. Mais bon, nous, on le promeut de manière assez systématique. Et c'est une vraie solution qui fonctionne très bien aujourd'hui, donc il ne faut pas en avoir peur, il faut y aller. Sur les usages d'Internet, la question des moteurs de recherche, là moi je vous ai mis Lilo, il en existe d'autres, des moteurs de recherche solidaires, alternatifs, et puis des navigateurs web aussi, avec notamment la question de la protection des données quand vous naviguez sur Internet, donc Firefox, mais aussi tous les modules complémentaires qu'il peut y avoir autour. Et puis après, en termes d'usage, pensez à des briques logicielles libres pour les sites web, parce que ça fait partie quand même, pour un certain nombre, du passage obligé. La messagerie instantanée Signal pour, là aussi, une question de confidentialité, de protection des données, et puis bien évidemment, la sensibilisation au fait de respecter les droits des personnes, les droits liés aux données que nous collectons pour offrir un service, mais pour lesquels nous avons une responsabilité, tous en tant qu'entrepreneurs. Nous, aujourd'hui, dans la mise en œuvre du dispositif, et les porteurs de projets demain, dans le développement de leur création d'entreprise et de leur entreprise. Donc là, aujourd'hui, on est juillet 2021. On peut imaginer qu'en 2022, il y ait le nouvel appel à projet de ce dispositif-là. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, et on échange là-dessus, c'est comment est-ce que 2022, c'est l'offre du numérique responsable et plus du numérique éthique? Et comment est-ce que dans chacun de ces deux champs, à la fois ce qui est nos échanges internes et puis ce qu'on diffuse auprès des porteurs de projets, comment est-ce qu'on systématise encore plus ces pratiques-là? Comment est-ce qu'on les valorise aussi? Voilà. Donc ça, c'est des questions un peu ouvertes. À la fin de la présentation, on pourra avoir un temps de questions-réponses. Et si vous avez des idées, surtout, n'hésitez pas à les partager. Les idées, ce qu'on pressent aujourd'hui, c'est qu'on va regarder de beaucoup plus près le label numérique responsable pour voir les leviers d'action qu'on peut activer, continuer à promouvoir et à quantifier, à évaluer l'inclusion numérique de nos porteurs de projets avec les badges, avec l'accompagnement. Et puis, peut-être rêver d'aller jusqu'à une application open data, un peu de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait diffuser, qu'est-ce qu'on pourrait mettre au pot commun de la donnée, et comment est-ce qu'on pourrait utiliser des données ouvertes pour améliorer aussi le projet.
Bien, dans cette troisième et dernière partie, je vous propose un certain nombre d'exemples et de bonnes pratiques. Alors, on revient tout d'abord sur l'éco-conception hein, d'un service numérique. L'éco-conception, c'est effectivement cette approche qui vise à optimiser le code et l'architecture d'un service logiciel en prenant en compte effectivement l'ensemble des phases du cycle de chacun des équipements impliqués dans la mise en œuvre de ce service. Et donc cet objectif hein, pour l'éco-conception, c'est donc de réduire les ressources nécessaires pour répondre à un besoin. Donc dans cette phase d'éco-conception, vous allez avoir plusieurs cycles. Un cycle avant justement la conception du besoin. Ce premier cycle, vous l'avez en jaune à droite, hein, la collecte des besoins et donc l'analyse. Vous allez après justement concevoir, implémenter, coder, intégrer et tester votre solution. Et donc, une fois que tout cela est fait, vous déployez et vous maintenez donc des services de support et maintenance autour de la solution. C'est donc ça pour nous le cycle de vie d'un service numérique. Et à chaque étape de ce cycle de vie, effectivement, on peut agir pour réduire l'impact environnemental. Next. On parlait donc des étapes. Donc, parmi les choses qui sont effectivement aujourd'hui réalisables, je maîtrise tout d'abord le nombre de fonctionnalités que je souhaite implémenter dans mon logiciel. On va éviter ce qu'on appelle l'obésiciel, hein, trop de fonctionnalités, beaucoup plus de fonctionnalités que nécessaire. Forcément, si on ne fait pas attention, on implémentera vite ce qu'on pourrait appeler une usine à gaz. Je favorise le libre, c'est très important d'utiliser des briques de code libre, ça évite de redévelopper effectivement des choses qui existeraient déjà. À cet effet-là, j'en profite pour vous indiquer que sur la forge Naos, une forge c'est un endroit où on va stocker et faire développer donc et faire évoluer du code source hein, de logiciels. Sur la forge Naos, vous trouvez de l'ordre de plus de 180 projets et sous-projets à réutiliser potentiellement dans vos développements. Je me permets très rapidement, parce que je vois le temps qui passe, je me permets très rapidement de faire aussi un petit focus sur un projet qui s'appelle Software Heritage, un projet qui est initié par notre ami Roberto Di Cosmo hein, de l'INRIA. Et ce projet Software Heritage est en train de sauvegarder l'ensemble du code source de la planète. Je vous invite à aller regarder tout ça sur Internet. Une fois qu'on a fait ça, on planifie aussi la gestion du logiciel. Hein. L'objectif, c'est de mettre effectivement en place un plan de gestion logicielle. On réfléchit au déploiement du service, comment je vais déployer mon service en fonction donc sur quel type de plateforme, quelles contraintes je vais avoir en fonction des langages que j'ai pu utiliser. Je choisis donc de fait mon langage et ma pile logicielle. Je fais attention à ma volumétrie de données, la sobriété numérique. Si mon projet m'oblige à héberger pendant 3 ans 5 Tera de données, je pense qu'il faut repenser le projet et le construire autrement. Et enfin, donc, je planifie cette gestion des données, durabilité, développement diminution des développements redondants. J'analyse, j'optimise et j'améliore bien entendu toujours mon code et je n'oublie pas de faire des mesures de performance de temps en temps. Ce qui me permet, une fois que tout cela est fait, de déployer, de mettre en production, de maintenir et de sensibiliser effectivement autour du logiciel. Next. Je voulais vous présenter à la suite quelques notions et quelques outils qui nous paraissent intéressants. Tout d'abord, vous parlez de la low-tech. Hein. La low-tech, aujourd'hui, c'est l'ensemble des techniques simples, pratiques et économiques. Ce sont des techniques qui sont en général issues de fabrication locale et donc qui favorisent cet emploi proche, techniques qui sont responsables et donc techniques qui cherchent à être plus simples, bien pensées, bien dimensionnées et réparables. Parfois, on voit émerger ces techniques issues de matériaux recyclés ou de sources naturelles primaires. Et en général, ce sont des techniques qui sont peu gourmandes en énergie et qui respectent l'environnement.
à relier, bien entendu, pour un certain nombre d'entre vous, vous savez ce que sont les Fab Labs, à relier au Fab Lab. Quelques petits outils qui nous paraissent intéressants. Le premier, c'est CleanFox. Vous êtes comme moi, vous êtes abonné à de multiples adresses, de multiples newsletters. Vous avez laissé votre adresse email, même si c'est une adresse poubelle, vous l'avez laissé sur un certain nombre de sites. CleanFox, c'est un outil qui est intéressant et qui permet de se désabonner en un clic des newsletters que l'on ne lit pas. Et qui se charge lui-même d'identifier les messages concernés et qui les supprime. Plutôt très très intéressant effectivement pour faire le tri, le vide dans ses boîtes aux lettres. Ouais, EcoIndex, un site internet qui est là pour mesurer effectivement l'éco-responsabilité des sites internet au travers de la performance environnementale, de l'empreinte environnementale, de la bande passante, etc. etc. On a encore des progrès à faire nous concernant, mais on y travaille. Suivante. Autre outil intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas, Ecosia, tout à l'heure, Amandine parlait de Lilo, Ecosia, donc, qui est un moteur de recherche solidaire et qui va reverser 80% de ses bénéfices dans des programmes de reforestation partout sur la planète. On continue, s'il te plaît. Alors, parmi les initiatives qu'on a mis en place côté Naos, on a une charte d'engagement pour une approche libre et responsable qu'on fait donc signer à nos entreprises. Cette charte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle propose notamment aux clients d'utiliser, de développer ou d'intégrer des solutions faisant appel aux logiciels libres, de respecter les normes et les standards ouverts, de créer des biens communs, de publier sous licence libre dès que c'est possible. Ça l'est pas toujours pour différentes raisons et notamment vis-à-vis des postures prises par les clients, et bien entendu de développer une approche numérique responsable dans tous les projets. On fait signer ça à toutes nos entreprises. Suivante. Un point qui nous paraît assez important, c'est un projet qui démarre juste, et il y a encore beaucoup de travail dessus, et qui est issu de la feuille de route numérique responsable 2020-2022. Dans cette feuille de route, il y avait un certain nombre d'actions, dont l'action 18 qui indiquait qu'il fallait favoriser le développement de biens communs numériques, c'est-à-dire réutilisables par d'autres. Très exactement, ressources matérielles ou immatérielles collectivement produites et gérées par une communauté d'acteurs. Le projet s'appelle Comena. Il est en cours de création et il a pour objectif notamment de créer tout ou partie du patrimoine numérique de la région. Donc l'idée, c'est de partager des biens communs, maintenir, les faire évoluer, etc., etc. Suivante. Bon, quelques bonnes pratiques à titre personnel, mais je pense que vous en avez entendu parler X fois. Réduire sa consommation d'emails, stocker ses fichiers localement, supprimer les logiciels inutiles, fermer les onglets inactifs, ne pas hésiter à mettre son ordinateur en mode veille, éditeur alléger vos pages web, choisir un moteur de recherche éco-responsable, lutter contre l'obsolescence programmée, opter pour le reconditionner et bien entendu penser au recyclage. Suivante, je vois l'heure qui passe. Nous organisons, nous, Naos, les 14 et 15 octobre, donc le B-Boost à La Rochelle. On parlera de logiciels libres et d'open source au travers de 5 thématiques: la souveraineté numérique et la résilience, la cybersécurité, le numérique responsable et la scalabilité, les communs numériques et bien entendu la donnée qui fait partie un petit peu en transverse de toutes ces thématiques. Voilà. Alors je crois que vous avez, il reste 3 minutes. Je crois que vous avez les micros ouverts. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que nous y répondrons. Bon, écoutez, a priori, il n'y a pas de questions. Amandine?
Voilà, ça veut dire qu'on a été très clair. Questions, suggestions, n'hésitez pas, oui, bien sûr. Commentaires, évidemment, si vous avez. Commentaires. Bien sûr. Monsieur Chiron? Après, de toute façon, l'Antique diffusera le replay du webinaire et les présentations, avec bien évidemment nos contacts si vous avez des questions complémentaires. Ça, ils le mettront sur le site des rencontres. Vous avez un bravo et merci de Mathieu. Je ne sais pas qui est Mathieu, mais c'est sympa. Oui, merci Mathieu. Merci Mathieu. Pas d'autres questions ou de commentaires, de retours d'expérience, enfin. Bah, on peut clôturer alors si vous voulez. Hein. Parfait. Parfait. Merci à vous. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Merci Annick pour l'organisation de... Merci à vous. Si vous voulez vous inscrire ou participer à d'autres webinaires, sur le site des rencontres, vous avez la liste et les liens de connexion vers tout le programme de la journée. Parfait. Voilà. À très vite. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.